Lisa Siaski est une jeune femme de 21 ans revenue dans son village natal après avoir passé quelques temps à l'université. En revenant, elle renoue des liens avec son amoureux d'adolescence et ensemble, ils décident de retenter le coup. Tout aurait pu être rose, mais c'était sans compter l'obsession et la jalousie débordante d'une ex-petite amie. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Lisa Siaski, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui avec une histoire assez vieille. En fait, elle s'est passée fin des années 80, début des années 90. Ça fait que j'ai pas énormément de photos de Lisa, de la victime, mais malgré tout, j'ai essayé d'illustrer au mieux cette vidéo et j'espère que ça vous plaira. Cette histoire a vraiment fait beaucoup de bruit, elle est presque historique, vous allez voir. C'est vraiment une histoire dingue et d'un autre côté assez banale parce que vous allez voir, on va parler d'un triangle amoureux, mais tout de même, cette histoire reste très singulière et je crois que ça vaut vraiment le coup d'en parler et de se rappeler de ce qu'a vécu la pauvre Lisa. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça m'aide énormément. Donc merci à tous ceux qui s'abonneront, merci à ceux qui sont déjà abonnés. Et voilà, maintenant que tout ça est dit, lançons-nous dans cette triste histoire. Lisa Siaski est née le 25 octobre 1967 et vivait aux États-Unis dans l'état du Wisconsin, dans la ville de Birnam Wood. Lisa vivait dans une assez bonne famille avec ses parents Vilas et Shirley Siaski ainsi qu'avec sa sœur qui s'appelle Tammy. Depuis toute petite, elle vivait alors avec sa famille dans une grande et belle maison bleue à 2 étages sur la rue Pine Road. Lorsqu'elle a été adolescente, Lisa a été étudiée à la Wittenberg Birnam Wood High School où elle a toujours été vue comme une excellente élève. C'est aussi là-bas qu'elle a rencontré son petit ami qui s'appelle Bill Buss qui avait 3 ans de plus qu'elle. Pour vous parler un petit peu plus de Bill, il était issu d'une famille où de génération en génération, ils étaient producteurs laitiers. Il vivait alors avec ses parents ainsi qu'avec ses grands-parents, qui étaient d'ailleurs propriétaires de la ferme Buss, qui était une ferme très connue dans toute la ville, dans tout le village et ses alentours. Mais pour en revenir à Lisa, elle sortait effectivement avec Buss au lycée. Par contre, c'était pas une relation très stable. En fait, ils sortaient ensemble par moments, puis ils se perdaient un peu de vue, puis ils revenaient ensemble. C'était pas un couple stable où ils se sont mis en couple un jour et ça a duré. Non, c'était un peu des va-et-vient comme ça entre deux, mais ça leur allait très bien. Mais voilà, après avoir été diplômée, Lisa a eu envie de partir à l'université et donc comme elle savait qu'elle allait partir loin, qu'elle n'allait plus beaucoup rentrer, elle a pris la décision de rompre une bonne fois pour toutes avec Bill. Elle est ensuite partie étudier la planification de voyage au Dakota County Technical College dans la ville de Rosemont, toujours dans l'état du Minnesota, à presque 4 heures de chez elle. Mais bon, Lisa n'y est restée que quelques mois, elle a obtenu une très mauvaise moyenne à ses premiers examens et donc finalement, au mois de janvier 1987, Lisa est retournée vivre chez ses parents à Birnam Wood et a commencé à travailler en tant que réceptionniste au Howard Johnson's Motor Lodge, qui était en fait un motel qui faisait également de la restauration dans la ville de Rib Mountain, à une trentaine de minutes de chez elle. Elle aimait bien son travail et d'ailleurs rapidement, elle est devenue directrice adjointe des ventes et de la restauration, mais tout de même, pour arrondir les fins de mois, parfois Lisa travaillait les week-ends au Chet and Emils, qui était en fait un bowling de sa ville. Donc clairement, avec tout ça, on peut vraiment se rendre compte que Lisa était une grande bosseuse. Mais mis à part ça, ses proches diront aussi que Lisa était une femme douce, chaleureuse et agréable. Elle avait aussi pour rêve ultime de se marier et d'avoir une belle et grande famille. Mais maintenant, plongeons-nous dans le mois de juin 1989. À ce moment-là, Lisa avait 21 ans, elle travaillait et ça faisait donc déjà quelques temps qu'elle était revenue vivre chez ses parents. Mais voilà, c'est seulement à ce moment-là que elle et son ex-petit ami, donc Bill, vont vraiment reprendre contact et vont se rendre compte à quel point ils s'étaient manqués mutuellement et vont alors recommencer une relation. Par contre, il faut savoir que pendant ces années où Lisa et Bill avaient rompu officiellement, eh bien Bill, lui, a eu une petite copine qui s'appelait Lori Esker et qui était à ce moment-là âgée de 20 ans. Les deux s'étaient rencontrés grâce à un ami en commun et étaient alors sortis ensemble pendant un moment. Pour vous parler un petit peu de
Laurie, elle avait fréquenté le même lycée que Lisa et Bill et à présent, Laurie était étudiante à l'université du Wisconsin et faisait une spécialisation en journalisme agricole et en communication. Tout comme Bill, Laurie faisait partie de ce milieu de la production de lait et d'ailleurs, au cours de l'année 1989, elle a été couronnée princesse laitière du comté de Marathon. Selon ce que j'ai pu lire, Laurie était décrite comme une jeune femme douce et très intelligente. Elle avait d'ailleurs obtenu son diplôme d'études secondaires en tant que membre de la National Honor Society. Donc clairement, cette Laurie était une jeune fille équilibrée qui avait eu une relation avec Bill, elle était belle, intelligente, tout allait bien dans sa vie. Mais au moment où Bill a décidé de rompre avec elle, ses proches diront que Laurie avait comme totalement changé. Elle avait en fait été anéantie clairement par cette rupture, mais elle était aussi devenue obsédée par Bill. Elle parlait toujours de lui et faisait tout pour savoir en permanence ce qu'il faisait. D'ailleurs, quand elle a appris qu'il avait repris contact avec Lisa, donc son ex-copine, elle avait commencé à totalement être obsédée par elle aussi. En fait, vraiment, elle détestait Lisa et quand elle a appris qu'elle se remettait un petit peu avec Bill, elle a su que Lisa était la source de tous ses problèmes, que c'était à cause d'elle que Bill avait rompu avec elle. Plongeons-nous à présent dans la journée du vendredi 23 juin 1989, donc ça faisait à peine quelques jours que Lisa et Bill sortaient ensemble. En fait, ce soir-là, il y avait un bal dans la ville et Lisa et Bill avaient décidé de s'y rendre ensemble. Il y avait vraiment pas mal de monde à ce bal et Laurie y était elle aussi. Tout le monde s'est alors amusé, mais Laurie, elle, a passé la soirée à observer Bill et Lisa un peu de loin. Clairement, je ne sais pas si Laurie y a été en sachant que Bill y serait ou si c'était un pur hasard, mais elle en tout cas ne s'est pas du tout amusée pendant la soirée, elle a fait que les observer. Par contre, en fin de soirée, alors qu'elle était toujours en train de regarder Bill, elle l'a vu en train de partir du bal, mais attention, il est parti seul, sans Lisa, et c'est là qu'elle s'est dit « Ok, Bill est seul, je ne sais pas où est Lisa, mais elle s'en fiche. » Et elle se dit, je vais aller le reconquérir, c'est le moment. Quelques minutes plus tard, elle a alors elle aussi quitté le bal et a conduit jusqu'à la ferme où Bill vivait avec sa famille. Elle avait alors comme plan de le retrouver là-bas et de l'aider à traire les vaches. Mais lorsqu'elle est arrivée devant la ferme, qu'elle s'est garée, qu'elle allait descendre de sa voiture, elle a vu que Lisa l'avait devancée, elle était déjà là et en fait Bill et Lisa étaient devant la ferme en train de discuter. Là, Laurie s'est mise dans une colère noire, elle est sortie de sa voiture et s'est dirigée vers Lisa et elle s'est mise à lui crier dessus. Bill, lui, de son côté, a vraiment essayé de calmer la situation. Il a expliqué à Laurie qu'il ne voulait plus sortir avec elle, que c'était fini et que maintenant, il était amoureux de Lisa. Après ça, Laurie a eu l'air de se calmer un peu et elle est ensuite repartie chez elle. Une semaine plus tard, donc au début du mois de juillet, Laurie est revenue une nouvelle fois à l'improviste dans la ferme de Bill et encore une fois, Lisa était déjà là et donc encore une fois, une dispute a éclaté. Mais bon, heureusement, ça n'a pas été plus loin et Laurie, comme la dernière fois, a fini par rentrer chez elle. La suite de l'été a été assez calme, mais la suite de l'histoire se passe le 16 septembre 1989. Ce soir-là, Lisa et Bill se rendaient ensemble à un mariage. Mais voilà, vers 20h30, ils vont avoir la mauvaise surprise de voir arriver Laurie avec l'une de ses amies. Bon, là, par politesse, Bill et Lisa ont été se présenter à Laurie, lui ont dit bonjour ainsi qu'à son amie, mais Laurie, elle a complètement ignoré Bill et elle est simplement partie sans vraiment lui adresser la parole. Bon, au final, le mariage s'est déroulé et Bill et Lisa sont repartis assez tôt de la soirée. Par contre, Laurie, de son côté, elle n'arrivait pas vraiment à profiter du mariage parce que, de ce qu'on sait, de ce qu'elle a dit, elle se sentait assez mal d'avoir ignoré Bill, d'avoir aussi ignoré Lisa et elle se disait qu'elle avait besoin de se faire pardonner, elle avait besoin de leur parler pour s'excuser. Donc là, pour se faire pardonner, elle va avoir l'idée de se rendre encore jusqu'à la ferme afin de présenter ses excuses. Elle va donc reprendre sa voiture, arriver devant la ferme de Bill et sa famille, mais bon, une fois là-bas, elle va se rendre compte que Bill ne s'y trouvait pas, donc elle est simplement repartie chez elle. 2 jours plus tard, Laurie, qui se sentait toujours mal à cause de la situation tendue entre elle et Bill, mais aussi entre elle et Lisa, a alors décidé d'appeler le travail de Lisa afin de demander à lui parler. Mais bon, malheureusement pour elle, ça ne fonctionnera pas parce qu'elle va simplement tomber sur un employé au téléphone qui lui dira que justement aujourd'hui, Lisa ne travaillait pas. Sinon, du côté de Lisa, elle avait donc eu quelques jours de repos et le 20 septembre, elle avait prévu de retourner travailler. Ce jour-là, elle devait donc travailler au motel de
midi à 20h30. Avant d'aller au travail, elle a quand même passé une partie de la matinée à soigner son look parce qu'elle voulait vraiment être bien habillée, elle voulait bien se présenter aux clients, etc. Elle portait alors un pull blanc à manches courtes avec des épaules rembourrées qui appartenaient à sa mère. Avec ça, elle portait une jupe bleu marine qui était un petit peu fendue à l'arrière, elle avait des boucles d'oreilles et aussi une bague. En tout cas, un petit peu avant midi, elle s'est alors rendue à son travail à bord de sa voiture, une Oldsmobile Calais, un modèle de 1989. Lisa s'attendait à avoir une soirée bien remplie au motel parce qu'un banquet était prévu le soir même. Cette journée-là, elle a donc beaucoup travaillé et enfin, à 20h30, elle est sortie du travail et là, elle s'apprêtait à aller rejoindre Bill pour son tournoi de fléchettes. Mais bon, malheureusement, elle a dû annuler ce plan parce qu'en entrant dans sa voiture, elle s'est rendue compte qu'un voyant était allumé disant qu'il n'y avait plus assez d'huile. Elle savait pas trop ce que ça pouvait entraîner, si elle allait tomber en panne rapidement ou non. Elle s'est donc dit que c'était peut-être pas une bonne idée de conduire jusqu'au tournoi de fléchettes de Bill et donc elle a simplement pris la décision qu'elle allait rentrer chez elle. Elle est donc retournée au motel, elle a passé un coup de téléphone à Bill et puis en ressortant, elle a croisé l'un de ses collègues. Comme ils avaient justement fini en même temps, ce collègue va demander à Lisa si elle avait envie d'aller boire un verre avec lui, en tout bien tout honneur, mais Lisa a refusé. Ce collègue a alors laissé Lisa seule devant le motel et à ce moment-là, il était 20h45. La suite du programme pour Lisa était donc de rentrer chez elle et qu'après son tournoi de fléchettes, Bill vienne la chercher chez elle et qu'ensemble ils aillent ensuite à la ferme afin de traire les vaches. Malheureusement, eh bien rien ne va se passer comme prévu. Je vous préviens, la suite du récit, c'est la version des faits de Laurie, version qu'elle donnera donc plus tard à la police. Revenons alors un jour en arrière, soit le 19 septembre 1989. Ce jour-là, Laurie avait terminé ses cours à l'université à 15h50. Après ça, elle s'était alors rendue au Wolf Auto Center, une entreprise de location de voitures qui se trouvait dans la ville de River Falls, donc la ville où elle étudiait. Là-bas, elle va alors demander si elle pouvait louer une voiture pour le lendemain parce qu'elle comptait se rendre à Birnam Wood dans le but d'aller voir Bill et Lisa pour mettre les choses au clair. Toujours selon elle, depuis le mariage où elle avait ignoré Bill et Lisa, elle se sentait vraiment mal, elle se disait que c'était pas très correct ce qu'elle avait fait et donc elle avait un besoin vital de les voir, de s'expliquer et de dire tout ce qu'elle avait sur le cœur. Alors le lendemain, donc le 20 septembre 1989, Lisa a été chercher sa voiture de location et a roulé presque 3 heures pour arriver jusqu'à Birnam Wood. Là-bas, elle a alors décidé de se rendre au motel où travaillait Lisa afin d'être sûre de la croiser et de pouvoir discuter avec elle. Donc voilà, on en est au moment où Lisa, elle se retrouve seule devant le motel, prête à démarrer pour rentrer chez elle, après avoir donc refusé d'aller boire un verre avec son collègue. C'est donc à ce moment-là que Laurie va marcher vers elle et qu'elle va lui demander si elle pouvait lui parler pendant un petit moment. Lisa va accepter et elle va même inviter Laurie à monter dans sa voiture pour qu'elle soit à l'abri pour parler. Les deux femmes qui étaient donc assises dans la voiture ont commencé à discuter, mais rapidement, eh bien, elles ont commencé à se disputer et à se disputer assez violemment. La cause de la dispute était quand même assez grave. En fait, Laurie avait menti à Lisa et elle lui avait fait croire qu'elle était enceinte de Bill et qu'à cause d'elle, eh bien, l'enfant n'aurait jamais de père. Donc après que Laurie ait dit ça à Lisa, eh bien, Lisa se serait mise dans une colère noire et elle lui aurait attrapé les cheveux et la gorge comme si elle avait eu pour but de l'étrangler. Mais voilà, pendant qu'elle était en train d'étrangler soi-disant Laurie, eh bien, Lisa se serait fait distraire par un client qui était en train de sortir du motel et pendant qu'elle le regardait, Laurie en aurait profité pour se défendre. Selon Laurie, à ce moment-là, elle en aurait alors profité pour reculer un maximum le siège sur lequel Lisa était assise et elle en aurait aussi profité pour attraper la ceinture de sécurité. Cette ceinture de sécurité, elle l'aurait alors enroulée autour du cou de Lisa et aurait alors serré le plus fort possible encore et encore jusqu'à ce que, selon elle, selon ses mots, le corps de Lisa devienne complètement mou. Après ça, une fois que Lisa ne bougeait plus, Laurie a attrapé le sac à main de Lisa et l'a vidé complètement jusqu'à trouver un petit miroir de poche. Elle a alors mis le miroir tout près du nez de Lisa pour voir si elle respirait, mais clairement, elle était morte. Après ça, Laurie a alors décidé d'enlever
trouvé la bague que Lisa avait au doigt parce qu'elle était persuadée que c'était une bague que Bill lui avait offerte. Par la suite, Lori est alors remontée à bord de sa voiture de location. Elle a roulé 3 heures jusqu'à River Falls et a rendu la voiture à la société. D'ailleurs, en repartant, elle a jeté la bague de Lisa à la poubelle. Ensuite, elle est rentrée à son logement étudiant et une fois dans son dortoir, elle a jeté la ceinture, donc l'arme du crime qui avait permis de tuer Lisa. Elle l'a simplement jetée dans une poubelle de son dortoir. Après ça, Lori a été dormir et le lendemain matin, elle était de nouveau à l'école, comme si de rien n'était au final. Bon, en parallèle, pendant ce temps-là, il faut bien se rendre compte que les parents de Lisa étaient vraiment inquiets parce que leur fille n'était pas rentrée à la maison. Ils ont alors laissé la nuit passer en se disant on sait jamais, elle va peut-être rentrer tard. Mais voilà, le lendemain matin, soit le 21 septembre, ses parents ont décidé de se rendre au motel où Lisa travaillait afin de voir si sa voiture ou si elle-même se trouvait sur place. En arrivant sur place, ils vont alors se rendre compte que la voiture de Lisa était toujours garée là et donc ils vont s'en approcher. Et c'est là que les parents de Lisa vont faire la macabre découverte du corps de leur fille assassinée sur le siège conducteur de sa propre voiture. Directement, ils se sont alors précipités à l'intérieur du motel et ont appelé la police. Les enquêteurs, les autorités vont arriver sur les lieux et évidemment le corps de Lisa va être emmené auprès d'un médecin légiste. Les enquêteurs de leur côté ont commencé à rassembler tous les indices possibles, mais en tout cas, dès le début, les autorités ont considéré la mort de Lisa comme un meurtre. L'autopsie révélera que la cause du décès était l'étranglement par ligature. Le légiste notera d'ailleurs que la mort avait été assez longue, elle avait duré 2 minutes et sans doute elle avait été douloureuse. L'autopsie révélera également que Lisa avait reçu plusieurs coups à la tête par un objet contendant, mais elle aurait également reçu des coups assez forts dans les intestins et dans les poumons. Alors pour ce qui est de la blessure à la tête, les enquêteurs, le médecin légiste vont arriver à l'expliquer. Selon eux, la tête de Lisa avait été coincée entre les sièges, puis frappée contre ces sièges justement au moment de l'étranglement. Par contre, pour ce qui est des coups qu'elle avait reçus aux intestins et aux poumons, les enquêteurs n'ont pas trouvé à l'intérieur de la voiture un objet qui aurait pu justement lui procurer ces coups. En fait, selon le médecin légiste, la seule explication est que pendant que l'agresseur était en train d'étrangler Lisa, en même temps, il lui mettait des coups de genoux dans le ventre et dans l'abdomen. Évidemment, cette information rend la scène encore plus atroce et même inimaginable. Bon, pour ce qui est des enquêteurs de l'enquête, de leur côté, ils vont essayer de dresser une première liste des suspects. Bill, donc le petit ami de Lisa, va être interrogé. Les policiers lui demanderont d'ailleurs s'il connaissait quelqu'un qui pourrait en vouloir à Lisa, qui pourrait vouloir sa mort. Et directement, Bill va donner le nom de Lori Esker, donc son ex-petit ami. Par la suite, dans les 9 jours qui vont suivre la découverte du corps de Lisa, les enquêteurs vont interroger 18 personnes et parmi elles, il y avait Lori. La police est en fait venue l'interroger le 24 septembre à River Falls, près de son université. Son interrogatoire a duré 90 minutes et ce fut 90 minutes pendant lesquelles elle ne va faire que se trouver des alibis un peu bidons et à faire énormément de déclarations incohérentes. Et donc, à partir de là, elle va devenir la suspecte numéro 1 des enquêteurs et ils vont alors lui faire passer un deuxième interrogatoire le 29 septembre et d'ailleurs, ils vont aussi lui demander des échantillons de ses cheveux ainsi que de ses empreintes digitales et Lori va accepter sans problème. Donc voilà, ce 24 septembre, il y a ce deuxième interrogatoire et à 19h45, les enquêteurs vont lui énoncer ses droits, notamment le fait qu'elle avait le droit de prendre un avocat, mais Lori a refusé. Après ça, Lori va regarder les enquêteurs droit dans les yeux et elle va avouer. Elle va avouer qu'elle a tué Lisa et elle va leur donner la version des faits que je vous ai racontée jusqu'ici. Pendant qu'elle avouait, à un moment donné, les enquêteurs vont demander à Lori de mimer, de refaire la scène du moment où elle a tué Lisa. Lori va accepter et clairement, ça va assez choquer tous les policiers présents dans la salle parce que Lori n'était pas du tout hésitante dans son geste. D'ailleurs, l'enquêteur sur qui elle a reproduit cet étranglement, cette scène de meurtre, dira « Lori n'était pas du tout timide ni hésitante sur la façon dont elle a fait cela. Elle était agressive et a appliqué beaucoup de pression sur ma gorge avec son avant-bras. En fait, elle m'a fait lever de ma chaise et m'a mis contre le mur de la salle d'interrogatoire. Lori a ensuite pris sa ceinture et en une fraction de seconde, elle l'a enroulée autour de mon cou. Et une fois de plus, elle a appliqué une bonne pression sur mon cou, cette fois en utilisant la ceinture.
En tout cas, après ça, Lori a été accusée du meurtre de Lisa et d'ailleurs ça a fait énormément de bruit dans les médias parce qu'elle est devenue la première femme à être accusée du meurtre d'une autre femme dans le comté de Marytown. Le procès a ensuite eu lieu au mois de juin 1980 et n'a duré qu'une semaine. L'accusation a clairement présenté Lori comme une jeune femme obsédée par son ex-petite amie et ayant tué sa rivale dans un acte de jalousie extrême. Sinon, pour ce qui est de Lori, elle et son avocat se sont défendus en prônant la légitime défense. Selon la version des faits de Lori, c'est Lisa qui s'en était pris à elle en premier et elle n'avait donc fait que se défendre. Elle n'avait jamais eu l'intention de la tuer et selon elle, la mort de Lisa n'était qu'un terrible accident. Mais bon, le fait que Lori ait attrapé la ceinture pour étrangler Lisa, le fait qu'elle n'ait pas lâché Lisa avant qu'elle ne bouge plus du tout, était tout de même une flagrante preuve qu'elle avait réellement voulu l'assassiner. Au final, le jury a délibéré pendant 7 jours et a fini par déclarer Lori coupable de meurtre au premier degré. Suite à ça, le juge l'a alors condamnée à la prison à perpétuité avec une libération conditionnelle à partir de l'année 2004. Il y a alors eu un film qui a été produit par la NBC qui s'appelle Midwest Obsession sur toute cette histoire qui est sorti en 1995. Sinon, si vous vous demandez, le motel où Lisa travaillait a finalement été abattu et à la place un hôtel Hilton a été construit. Pour ce qui est de Bill, il a eu énormément de mal à se remettre de tout ça, mais il a finalement retrouvé l'amour et a épousé une certaine Linda Gritzmacher en mai 1993. Ensuite, ils ont eu ensemble 2 fils, mais malheureusement, ils ont fini par divorcer. Pour ce qui est de Lori, elle a passé de longues années en prison, mais elle a fini par être libérée au mois de juillet 2019 après 30 ans d'incarcération. On n'a pas plus de nouvelles d'elle, mais de ce qu'on sait, en prison, eh bien, elle n'a jamais montré le moindre remords pour avoir tué Lisa. D'ailleurs, les parents de Lori ont toujours dit que leur fille avait totalement changé et que depuis sa rupture avec Bill, eh bien, ils n'avaient plus jamais revu la fille qu'ils avaient élevée. Voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, vraiment, ça me fait me poser beaucoup de questions. Lori, qui paraissait être une jeune femme totalement normale, elle était belle, elle avait la vie devant elle, elle faisait de belles études, et d'un coup, à cause d'une rupture, on dirait que son cerveau a comme mal tourné, je sais pas, il s'est passé quelque chose qui l'a rendue obsédée et qui l'a rendue jalouse au point de tuer. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ça, n'hésitez pas non plus à mettre des petits pouces en l'air si l'histoire vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne, et sinon moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!